Ce qui est remarquable dans ce moment juridique, et qui sera important pour le droit et important pour la politique, c'est que cette invasion des Huns est arrêtée précisément au milieu de ce 5e siècle, pour la première fois. Et elle est arrêtée dans ce qui deviendra la France, elle est arrêtée dans la Gaule romaine. Et elle est arrêtée par ce qui deviendra la première dynastie des rois de France, les Mérovingiens. Lex Salica, la loi salique, s'est présentée, s'agissant de l'ancienne France, comme ayant été la première de nos lois, et finalement une loi supérieure qui avait quasiment valeur de loi constitutionnelle. Est-ce que donc la loi salique a bel et bien été cette loi qui déterminera la succession monarchique en France et que nous pouvons considérer comme la première pierre de notre droit public? Eh bien non. La loi salique, c'était du droit privé. C'était une loi ethnique, une coutume barbare germanique qui a été rédigée sous l'influence de Rome. Mais c'est ce qui permettra qu'elle se transforme plus tard et devienne en effet un élément de notre droit public. Mais qu'était-elle à l'origine et pourquoi a-t-elle été rédigée? C'est une histoire qui est profondément liée à la chute de Rome, évidemment. Cette chute de Rome en 476, elle a été préparée, nous le savons, par les invasions germaniques. Rome n'a jamais réussi à romaniser toute l'Europe centrale. Une partie des forêts germaniques est restée imperméable à sa conquête. C'est ce que l'on voit au cinéma dans le film américain Gladiator, lorsqu'on voit l'empereur Marc Aurèle faire face à ces barbares vêtus de peau de bête qui sortent des sombres forêts de la Germanie. Et Rome s'est trouvée évidemment en crise croissante vis-à-vis des différents barbares qui sont à ses frontières, jusqu'au moment où elle a décidé, devant la crise du civisme romain, d'utiliser une partie de ces barbares pour arrêter les autres barbares. On sait que ce système a pris la forme de l'hospitalitas, l'idée d'installer des barbares germaniques sur une partie de la propriété romaine. Les Romains sont obligés de partager une partie de leur champ, une partie de leur maison avec ceux qui sont supposés les protéger. Tel serait le marché. Et dans cette évolution, évidemment, on imagine que l'avidité des différents corps d'armée barbares a été de plus en plus grande et on est passé d'un quart de la propriété à un tiers et puis la moitié, et puis clairement en un siècle, entre le début de l'Hospitalitas, vers 375, et la fin de l'Empire romain, 100 ans plus tard, en 476, c'est un processus d'appropriation par cette immigration germanique qui est associée à la défense de l'Empire et qui s'aperçoit évidemment au bout d'un siècle qu'elle est la maîtresse des terres et qu'elle peut désormais agir pour son propre compte. Alors, dans ce phénomène, on a en réalité une germanisation d'une partie de l'ancien empire d'Occident qui va être tout à fait remarquable dans celle qui nous intéresse le plus, l'actuelle France, c'est-à-dire l'ancienne Gaule romaine. La Gaule romaine, en effet, est une des parties de l'empire d'Occident qui n'a pas pu être reconquise par Justinien. Justinien, en effet, va poursuivre, on le sait, au VIe siècle, sa compilation, qui devient le Corpus Juris Civilis, qui sera étudié plus tard au Moyen-Âge. Mais dans le haut Moyen-Âge, cette compilation n'est pas connue de cette partie-là de l'ancien Empire romain d'Occident. C'est donc d'une façon incomplète que Rome va parvenir à survivre dans cette partie. Je dirais volontiers que Rome va survivre sur la forme, c'est-à-dire une forme écrite, un droit écrit et écrit en latin, tandis que sur le fond, on va le voir, eh bien, la substance de ce droit, pour une bonne partie, ne sera plus romaine, mais en fait germanique.
C'est un moment particulier que les juristes appellent le moment de la personnalité des lois. En effet, tandis que continue d'exister l'Empire romain d'Orient, à partir duquel Justinien va jeter les derniers grands feux de la culture juridique romaine. En Occident, des barbares s'installent successivement. Les plus anciens, ce sont les Visigoths, les Goths de l'Ouest, comme le dit leur nom, qui vont être les plus romanisés. Ils sont suivis par les Burgondes, puis les Ostrogoths, et enfin les Francs, qui sont les derniers arrivés et les moins romanisés. Ils ont pour mission d'arrêter d'autres barbares, qui sont les Alains, les Hérules, les Suèves et bien d'autres tribus encore. Ces différentes tribus, lorsqu'elles arrivent dans l'Empire romain, conservent leurs droits. C'est un système, vous le voyez, je dirais, de communautarisme juridique. Un système qui a survécu, évidemment, à travers certaines traditions juridiques. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde anglo-saxon, spécialement au Royaume-Uni, on sait qu'il y a une communauté juridique qui est conservée par ce qui est aujourd'hui l'immigration anglaise, avec en particulier pour leur immigration musulmane de véritables zones de charia law, n'est-ce pas? Eh bien, ce type d'approche du droit, minoritaire aujourd'hui en Europe et conservé par exemple en effet en Angleterre, est ce qui est le modèle dominant dans cette partie de l'Empire qui va être germanisée. Donc on a chaque tribu qui conserve quoi? Son droit oral, ce que nous appelons la coutume, ce droit non écrit, qui est un droit ethnique. Donc fondamentalement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ius sanguinis, il s'agit d'un droit du sang. Alors ça signifie que vous ne suivez pas le droit du sol sur lequel vous êtes, ce n'est pas un ius soli, mais vous suivez le droit de votre sang. Autrement dit, où que vous alliez, votre droit vous suit. Le droit ne suit pas la terre, il suit la personne. C'est pourquoi les juristes appellent ce système qui se développe au 5e siècle, vous voyez, après Jésus-Christ, ce système du 5e siècle, on l'appelle personnalité des lois, parce que la loi est personnelle. En fait, elle est ethnique en réalité. On devrait dire ethnicité des lois. Ces lois sont donc plurielles. L'ancienne unité de la Gaule romaine, le droit gallo-romain, contenu à cette époque-là, est bien dans le Code théodosien. Ce Code théodosien qui a essayé de compiler toute la législation des empereurs pour essayer de la rendre à la fois cohérente et puissante. Eh bien, en fait, ce Code théodosien, vous voyez que dans cette partie de l'Empire, il ne suffit pas à empêcher l'éclatement du droit, et il ne va pas empêcher l'effondrement de Rome dans l'ancienne Gaule romaine. C'est donc un moment très ambigu. Il y a encore des Romains, il y a du droit romain, mais il y a des barbares, ils ont leur droit barbare. Et cette coexistence va, je dirais, se dramatiser probablement au moment où ces barbares vont sauver la Gaule romaine de la principale invasion du 5e siècle, qui est l'invasion des Huns, l'invasion de cette tribu partie de beaucoup plus loin que la Germanie, partie de l'Europe orientale et aux confins de l'Asie, du monde des steppes, avec en particulier les Huns d'Attila, qui effraient tant l'ensemble de l'Europe qu'une partie des barbares germaniques, en fait, sont moins des envahisseurs que des fuyards qui rentrent dans l'Empire romain pour fuir la conquête mongole. Alors, ce qui est remarquable dans ce moment juridique et qui sera important pour le droit et important pour la politique, c'est que cette invasion des Huns est arrêtée précisément au milieu de ce 5e siècle, pour la première fois. Et elle est arrêtée dans ce qui deviendra la France, elle est arrêtée dans la Gaule romaine. Et elle est arrêtée par ce qui deviendra la première dynastie des rois de France, les Mérovingiens. Parce que, à la bataille des champs cataloniques, où pour la première fois Attila va être battu et va devoir rebrousser chemin, Mérové
un roi des Francs, est l'un des alliés du général romain qui est encore là, Aetius, du roi wisigoth qui combat également à ses côtés. Ça va être pour l'Europe du Moyen Âge le signal que ce territoire est le lieu où peut être sauvée l'identité de l'Europe dont ce territoire est une partie, puisque c'est sur ce territoire que sont arrêtés les Huns en 451, alors que rien ne les avait arrêtés jusque-là. Et c'est aussi, nous aurons à le dire plus tard, sur ce territoire qu'en 752, à la bataille de Poitiers, sera arrêtée pour la première fois une autre invasion que rien n'avait non plus arrêtée, et venue aussi de l'Orient, qui sera l'invasion musulmane, l'invasion arabe arrêtée à Poitiers. Et donc il y a ici une légitimité qui se fonde sur cette terre des barbares mérovingiens, puis les maires du palais de ces mérovingiens avec Charles Martel, arrêtent une invasion, sécurisent le territoire et les populations, et donc finalement aussi la culture de ces populations. Et là, eh bien, il y a une légitimité qui s'est forgée et qui va créer un monde nouveau dans lequel le droit romain reste une référence, parce que finalement ces barbares, même s'ils se sont appropriés ce territoire, ils ont bel et bien arrêté ce qui allait véritablement faire disparaître, en effet, la culture romaine, l'héritage de la culture romaine. Et donc on a le sentiment curieux d'avoir des vainqueurs militaires, les Germains, qui se laissent pourtant vaincre culturellement par leurs vaincus, les Gallo-Romains. Car ce qui apparaît sur cette terre gallo-romaine, c'est l'effort que vont faire ces différents Germains qui viennent de sécuriser cette terre pour rétablir la paix, rétablir la pax sur le modèle romain, la pax romana, et pour cela conseillés par ceux qui peuvent leur apporter cette connaissance du droit romain et puis la langue latine, conseillés par le clergé, par l'Église catholique romaine qui est ce qui restera de plus solide et qui survivra à l'effondrement de l'Empire, eh bien, des évêques vont aider le roi franc, le roi burgonde, le roi wisigoth à écrire leurs droits, c'est-à-dire à se couler dans l'identité de droit écrit du droit romain, eux qui ont un droit oral. Et ce moment, c'est celui de la rédaction par les Germains de leurs lois non écrites. Alors on voit en effet que dès 500, le roi ostrogoth Théodoric le Grand va rédiger sa loi, c'est l'édit de Théodoric. Et puis on va voir aussi le roi burgonde, le roi Gondebaud, rédiger la loi Gombette en 502. Il a mis par écrit sa loi. Et les Visigoths vont faire la même chose, vont rédiger leur loi sous l'autorité du roi Alaric en 506. Donc les différentes familles de Germains font passer leurs droits à l'écrit. Vous voyez que c'est déjà un facteur de romanisation. Et à quoi sert cet écrit? Eh bien, ça sert à la paix. On le voit bien lorsque les Francs, à leur tour, qui sont un peu retardataires, hein, ce sont ceux qui ont été romanisés le plus tard, les Francs vont écrire leur Pactum Legis Salicae, le pacte de la loi salique, c'est-à-dire la façon dont la rédaction de la Lex Salica, la loi des Francs saliens, c'est leur nom, va permettre la paix, la pax, par le pactum, ce qui fait la paix. Et en effet, c'est le roi Clovis qui fera rédiger la loi salique, une première version en 506, en même temps que les Visigoths, une deuxième version en 511. Et le but de ces différentes rédactions, c'est évidemment, je dirais, à la fois de commencer à sécuriser la vie juridique, car il faut, pour le juge, parvenir à comprendre comment arbitrer un conflit entre un Wisigoth et un Burgonde, entre un Franc et un Ostrogoth,
Au début du procès, le juge dira « Sub qua lege vivis ?» Sous quelle loi vis-tu? Et le comportement d'un homme qui aura été considéré comme délictuel par le demandeur du procès qui attaque ce justiciable, eh bien, peut-être que celui qui attaque le justiciable ne sait pas que le justiciable a un autre droit, que son comportement peut-être pour lui n'est pas délictuel dans son droit à lui. Et donc, le droit du défendeur, celui qui est attaqué dans le procès, va prévaloir aux yeux du juge. Le juge, pour cela, doit connaître tous ses droits. L'écrit va le favoriser. Il va s'entourer d'assesseurs qui vont lui permettre de tenter de faire la justice dans un système de pluralisme juridique. Bref, d'être un arbitre pour revenir à la paix romaine. Une paix romaine qui est, vous le voyez désormais, conservée par cet écrit, cette forme romaine du droit. Et évidemment, ce dialogue de la personnalité des lois, de l'ethnicité des lois, va progressivement changer de visage. Lorsque vont se fixer ces différentes tribus, les Burgondes vont se fixer dans une région qui porte encore leur nom en France, la Bourgogne. Les Visigoths en Languedoc, qui sera toujours une terre de droit romain plus forte, car ils étaient les premiers à être rentrés dans l'Empire. Les Ostrogoths vont faire naître le droit provençal et celui de l'Italie du Nord. Et puis, les Francs vont largement structurer le droit du nord de la France, des futures coutumes septentrionales du royaume. Alors, ces différentes ethnies, vous le voyez, se sédentarisent. C'est le moment où leur droit du sang, leur ius sanguinis, devient un ius soli, un droit du sol. C'est le moment où la personnalité des lois laisse place à une nouvelle territorialité des lois. Ce sera le droit coutumier, le droit de la coutume territoriale. Pour autant, ça reste un droit pluriel. Ce sera le pluralisme juridique du Moyen-Âge. Et quel est le rôle maintenant du roi franc, puisque les descendants de Mérové, avec son petit-fils Clovis, sont devenus les maîtres du royaume? Eh bien, le rôle du roi franc, ce sera d'être l'arbitre de cette pluralité des lois. De la sorte, nous avons retrouvé le pluralisme juridique qui était celui des débuts de Rome, d'une nouvelle façon, dans une nouvelle forme, la forme coutumière territoriale. Et l'arbitre de ce pluralisme sera ce roi qui se veut l'héritier de Rome, si bien que lorsque la suite des rois verra la dynastie mérovingienne être remplacée par la dynastie carolingienne, eh bien, le second prince de cette dynastie, Carolus Magnus, Charles le Grand, rétablira l'Empire romain par la Rénovatio Romani Imperii de la nuit de Noël de l'année 800.